Le Bitcoin est un actif qui présente de nombreuses opportunités de trading. En effet, sa volatilité est exceptionnelle avec des phases haussières puissantes qui offrent régulièrement des rendements importants. Cependant, ce n'est pas sans risque puisque les phases baissières sont tout aussi vertigineuses, atteignant en fin 2022 les moins 77%. Comment profiter des hausses sans se faire piéger grâce au trading? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Une approche simple adoptée par beaucoup de personnes consiste à acheter en une fois ou progressivement en guise d'investissement long terme. Cependant, les résultats apportés par cette approche sont très influencés par le timing des transactions. Dans cet exemple, Sébastien se porte très bien avec une plus-value latente de x17 sur son portefeuille. Cependant, son collègue Romain ayant loupé la phase de hausse, prend son mal en patience et achète au premier retracement du marché. Mais pensant que le Bitcoin allait s'envoler vers la lune, il n'a pas revendu et s'est fait piéger par le dégonflement du prix qui a duré plus d'un an avant de remonter la pente, ce qui lui donne une plus-value latente beaucoup plus faible de 80%. Et encore, il peut s'estimer heureux d'avoir tenu le coup. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est possible de tirer profit de la volatilité haussière tout en protégeant son capital pendant les retracements avec une approche plus active typée trading. Et ce, à l'aide d'une stratégie simple basée sur un seul indicateur, le très connu RSI. Stratégie qui, comme on peut le voir à l'écran, offre une performance progressive de 150 000 $ avec des phases de perte très contenues. Et ce, avec un portefeuille initial de 5 000 $ uniquement. En plus, cette stratégie est loin d'être chronophage puisqu'elle ne nécessite qu'une seule action par semaine et peut être utilisée avec ou sans effet de levier. D'ailleurs, le graphique que vous avez sous les yeux reflète la performance sans l'utilisation de levier. Elle est adaptable à toute taille de portefeuille, c'est-à-dire à partir de quelques dizaines de dollars. Le drawdown est très limité, nous allons entrer dans les détails par la suite. Et enfin, je vais te présenter les résultats de la stratégie sur un historique solide de 11 ans de trading. Alors si tu veux tout savoir, je t'invite à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Aussi, de manière à te fournir une complète transparence sur les résultats, j'ai implémenté la stratégie sous la forme d'un robot de trading avec la plateforme MetaTrader 5. Et je mets à disposition gratuitement l'historique complet du backtest. Si tu souhaites y accéder, je t'invite à rejoindre le serveur Discord de la communauté via le lien en description. Sur ce, reprenons notre graphique du Bitcoin en échelle hebdomadaire. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il possède des phases de marché souvent très marquées. On a ici une phase baissière prononcée, suivie d'une belle phase de hausse avec peu de retracement. Dernièrement, on pourrait qualifier le marché comme dans une phase de consolidation ou de range. Cependant, cette classification peut dépendre de chacun et peut évoluer avec le temps à cause de l'aspect psychologique du trading. C'est pourquoi nous avons besoin d'un critère objectif que l'on peut définir à l'aide d'un indicateur technique comme le RSI. Le RSI, qui signifie en français indice de force relative, est une mesure de la force du marché et permet de donner sa direction. Aussi, il peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 100. Durant les périodes de marché baissière, sa valeur va avoir tendance à s'amoindrir et se contenir en dessous des 50. Et à contrario, quand il s'agit d'une tendance haussière, il va prendre des valeurs plus élevées, typiquement supérieures à 50. On peut aussi l'utiliser pour définir des périodes de consolidation ou d'indétermination autour de la valeur des 50, mais nous n'en avons pas encore besoin ici. Ce qui va beaucoup nous intéresser ici, c'est que le RSI comporte, comme son nom l'indique, une mesure de la force du marché. Typiquement, dans cette phase de hausse puissante, on observe des valeurs supérieures à 60. Le RSI permet donc bien, a priori, d'apporter un critère objectif concernant le sens de la tendance, ainsi que de sa force. Cependant, les bornes qui vont nous permettre dans cette stratégie de définir ce qu'est un marché en tendance forte restent à définir, mais on y vient juste après. D'abord, zoomons sur une zone du graphique de manière à ce que je puisse mieux vous présenter l'idée de cette stratégie. En bas de l'écran, on trouve en bleu la courbe du RSI. Puis j'ai matérialisé par une ligne jaune le niveau des 50 et par une ligne verte le niveau des 60. Pour commencer, on va définir ce niveau des 60 comme le niveau à partir duquel on considère que le marché est dans une tendance forte. Mais je t'invite à voir la vidéo jusqu'à la fin car on va voir ensemble s'il s'agit de la meilleure valeur à utiliser. Au début du graphique, on remarque que le RSI reste contenu en dessous de la valeur de 60, ce qui signifie que le marché est soit dans une tendance baissière,
ce qui semble être le cas des 6 premières bougies, soit dans une tendance légèrement haussière, ce qui est le cas des quelques bougies qui suivent. Par la suite, on peut voir que le RSI dépasse la valeur de 60, ce qui marque potentiellement le début d'une phase haussière importante. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pendant cette phase de hausse, les bougies semblent ne casser que rarement le bas de la bougie précédente, ce qui n'arrive d'ailleurs aucune fois dans cet exemple. On peut donc en conclure qu'il pourrait être intéressant d'y placer notre stop loss, et c'est ce qu'on va essayer. Essayons et voyons ce que ça nous donne. Lorsque la bougie clôture, la valeur du RSI pour cette bougie est figée. On peut donc la lire et on voit ici une valeur de 60,39, ce qui dépasse notre seuil des 60. On décide alors d'effectuer une entrée en position à l'ouverture de la bougie suivante à la valeur ici de 29 992. Comme vu précédemment, on positionne le stop loss sous la bougie précédente, donc la valeur est ici de 27 120 et de manière à avoir une gestion de risque stricte, nous allons calculer la taille de position à appliquer pour ce trade. Admettons ici pour l'exemple qu'on souhaite risquer 500 $ pour chaque trade. La taille de position se calcule alors classiquement de la manière suivante, c'est-à-dire le risque que l'on va diviser par la différence de prix entre l'entrée et le stop loss. On a ici un risque de 500 $, une entrée à 29 992 et un stop loss à 27 120. Il faut donc que l'on engage une position de 0,17 Bitcoin de manière à ne perdre ni plus ni moins à quelques détails près que 500 $ si le marché vient toucher notre stop loss. Avant de poursuivre, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aussi, si tu veux que je teste massivement une stratégie de trading en particulier ou si tu as d'autres idées ou retours, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, reprenons la vidéo. Donc pour la sortie de position, nous avons le choix. Ici, nous allons décider de clôturer chaque trade à la fin de la semaine, c'est-à-dire à la fin de la bougie. Mais on va voir juste après qu'il est possible de faire autrement. On clôture donc la position au prix de 34 525 avec un gain de 770 $. Pour le deuxième trade, le processus est similaire. Une fois la clôture de la bougie passée, on lit la valeur du RSI pour voir si elle est supérieure au seuil que l'on a défini. C'est bien le cas ici, on entre donc en position à l'ouverture de la bougie suivante avec un stop loss qui se positionne comme précédemment sous la bougie précédente. La sortie se fait ici avec un écart de prix plus faible que précédemment et le gain l'est donc aussi. Puis on continue de la même manière tant que le RSI est supérieur au seuil et ainsi de suite. Ce que certains d'entre vous auront probablement remarqué, c'est qu'au lieu de clôturer la position, on pourrait simplement déplacer le stop loss progressivement à chaque clôture de bougie, principe qu'on pourrait qualifier de trailing stop. Cependant, le fractionnement des positions possède plusieurs avantages. Le premier, c'est la concrétisation de plus-value sur le portefeuille, chose qui est très liée au second point, qui est la possibilité de réévaluer la taille de position à chaque bougie. Réévaluation qui permet, comme le stop loss change, d'avoir une taille de position qui va varier pour s'adapter à la volatilité actuelle du marché. Et deuxième point, de s'adapter à la nouvelle taille du portefeuille. Pour détailler un petit peu plus, admettons que nous ayons un portefeuille de départ de 5000 $ sur lequel on prend le risque de perdre 500 $ par position comme énoncé précédemment. Au bout du premier trade, comme nous l'avons vu, nous avons réalisé une plus-value de 770 $. Le portefeuille vaut donc maintenant 5770 $. Ainsi, si l'on souhaite risquer toujours la même proportion de notre portefeuille, le risque va s'établir à 570 $ pour le deuxième trade. Et lorsqu'au bout d'un certain nombre de trades, le portefeuille aura atteint une taille de 10 000 $, comme le portefeuille est 2 fois plus grand qu'initialement, le risque le sera aussi à une valeur de 1000 $ au lieu de 500. Et comme on risque plus en valeur absolue, les gains potentiels le seront donc aussi. Jusque-là, nous avons travaillé avec un seuil qui détermine le passage du marché dans une phase de hausse importante pour une valeur de 60 sur le RSI. Mais est-ce la meilleure valeur à utiliser? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Pour tester cela, j'ai implémenté la stratégie sous la forme d'un bot de trading à l'aide de la plateforme MetaTrader 5. Cela va permettre l'utilisation de différentes valeurs
et ce sur 11 ans d'historique de marché en une fraction de seconde. Et pour comparer le résultat de nos différentes stratégies avec chacune de ces valeurs, je vais utiliser un outil qui s'appelle le ratio de Sharpe. Donc pourquoi ne pas comparer directement le rendement des différentes combinaisons? Eh bien parce que le ratio de Sharpe permet de réaliser d'un seul coup à la fois une mesure du rendement de la stratégie, mais aussi du risque associé. C'est-à-dire que si on considère une stratégie A avec un rendement et une volatilité de portefeuille donnée, et qu'on la compare à une stratégie B qui utilise par exemple une valeur différente pour le RSI, on va certainement obtenir un rendement différent et ou une volatilité du portefeuille différente. Ici, la stratégie B possède un rendement similaire, mais une volatilité moins importante. Notre score, le ratio de Sharpe, sera donc plus élevé. Je réalise alors des essais pour différentes valeurs de RSI à partir desquelles on souhaite acheter. Ici, je réalise une variation de 50 à 90 par pas de 10, de manière à rester sur quelque chose de simple et rationnel. Le mieux, c'est de ne pas multiplier les combinaisons, surtout quand ce n'est pas nécessaire. En outre, on obtient une valeur optimale du RSI à 70, légèrement différente de celle utilisée précédemment, et pour laquelle le ratio de Sharpe est maximal à une valeur de 1,74. On notera qu'on peut accorder une confiance supplémentaire à cette stratégie puisque pour l'ensemble des valeurs de RSI testées, le ratio de Sharpe est positif, ce qui signifie que toutes les combinaisons sont rentables, mais dans une moindre mesure uniquement. Enfin, on notera que l'optimisation n'a pas été faite sur l'ensemble des données disponibles, mais uniquement de 2013 à 2018, de manière à garder une bonne partie de l'historique pour la phase de validation appelée walk forward dans le jargon technique, et qui permet de voir si notre stratégie est rentable au-delà du domaine d'optimisation. Côté résultat, voici pour commencer ceux avec un risque constant. La première phase sur le graphique correspond à la phase d'optimisation, c'est-à-dire l'ensemble des trades qui nous ont permis de positionner la valeur optimale à utiliser pour le RSI. Et la deuxième phase, qui s'étend de 2018 à 2024, correspond à la phase de validation. Comme on peut le remarquer, la pente de la performance ainsi que les phases de drawdown sont relativement similaires entre la phase d'optimisation et de vérification, ce qui nous permet d'avoir une confiance accrue dans cette stratégie concernant ses potentielles capacités futures. Au niveau des chiffres, la performance s'établit à 25 000 $ pour un portefeuille de 5 000 sur l'ensemble de l'historique avec un drawdown max de 1 600 $. Et ici, je présente la performance pour une gestion de risque variable, c'est-à-dire, comme présenté précédemment, on risque un pourcentage constant du portefeuille de trade en trade. Comme on peut le voir, la performance est supérieure avec un portefeuille qui passe de 5 000 à 150 000 $ sur la période. Je précise que ces backtests ont été effectués à l'aide des données de marché de la propre firme FTMO et que les résultats ont été obtenus sans l'utilisation d'effet de levier, c'est-à-dire que quand le stop loss est très serré, si la taille de position calculée excède la valeur du portefeuille, la position est prise avec la valeur maximale possible sans dépasser la valeur du portefeuille. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu souhaites connaître l'une de mes stratégies favorites sur les contrats futurs, clique sur la vidéo de droite. Et si tu souhaites voir comment j'ai développé étape par étape un bot de trading rentable en seulement 2 heures, je te laisse cliquer sur la vidéo de gauche. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Azure Algo, ciao!